Diop. Kayla de Ranérou. Bonjour Kayla. Est-ce que votre micro n'est pas fermé? Papa Kayla Diop, il avait été présentateur de CAP. Bonjour, bonjour professeur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Quelle température il fait à Ranérou en ce moment? 44 ans. Oh là là, Massa. 44 degrés, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Si les kits ne sont pas bien conservés, après on va dire que le fournisseur a vendu des lots qui ne sont pas bons. Exactement. Voilà, donc veillez bien à conserver les réactifs bien au frais. Allez, merci. C'est quand Je le vais vous prochain envoyer de cas? la fraîcheur. Fatou Bodian, vous êtes Kayla, où? je suis à Joal, professeur. Ah, Fatou, vous pouvez ouvrir votre caméra, vous présenter. D'accord. Ok. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, moi c'est Fatou Bodian, je suis technicienne supérieure, district Machallah. sanitaire Joal Fadiouth. Oui. Et donc, vous disiez à Kalia que vous allez lui Je envoyer taquinais de mon la collègue. fraîcheur. Oui, je taquinais mon collègue de Ranérou là. C'est mon général. D'accord, Machallah. Merci, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup, professeur. Oui. Merci. Il y a Kaltom qui est, voilà, Kaltom Bodj ou Mbach. Bonjour Kaltom. Sinon, nous avons Labanté. Bonjour Labanté. Labanté Bogounou. Bonjour madame, Bonjour, comment allez-vous? ça va, et chez vous? Alhamdulillah. Labanté, je vais essayer de deviner. Vous êtes du Burkina? Non, je suis togolais. Ah, pardon. Donc, et à Lomé, comment ça se passe? Ça va, je suis au nord du Togo, je ne suis pas à la capitale, D'accord. Vous êtes dans quelle région? la région centrale. Région centrale. Oui. D'accord. Merci Bonjour, d'être madame. avec nous. Merci beaucoup à vous. Bonjour Kaltom, bonjour. J'espère ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Bien, Vous êtes alhamdulillah. dans quelle structure? Moi, je suis technicienne de laboratoire. Vous êtes Je dans viens quelle de, ter- structure? je viens de terminer ma licence 3. Je suis Ah, toujours étudiante. donc vous cherchez du boulot Oui, ou vous voulez faire une année sabbatique? je cherche du boulot. Vous avez la chance, nous avons professeur Ablaï Sek Mhm. qui emploie beaucoup de gens au niveau de l'institut. Ah, Il y ça, a aussi donc, professeur c'est un Awaba plaisir. qui est là, qui vous entend. Ils pourront vraiment envoyer leur CV à la fin de cette session, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. Ok, en tout cas, merci de vous joindre à nous. Merci beaucoup, merci à vous. Bonjour, docteur Gora. Gorolo. Non, c'est pas la même personne. Sinon, il y a Aziz Sidi Aris Kapsoba. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir, Aziz. Je vous salue depuis le Burkina, Koudougou, précisément le CHR de Koudougou, dans le centre-ouest de Burkina. Machallah. Merci d'être avec nous, Aziz. Merci beaucoup. Plaisir partagé, professeur. Je connais pas bien la région centre. C'est pas là où se trouve Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, c'est plus au sud. Ah oui, non, ben, Bobo du il faut encore descendre, mais le centre-ouest, vous descendez vers, précisément Koudougou, si vous connaissez un peu, dans le Mhm. Boulkemde, la province de Boulkemde. D'accord. Aziz, quelle Oui, professeur. température il fait là-bas? Ah, le Alors, nous Burkina au mois tournons autour de d'avril, c'est de la Ah folie. oui, nous commençons avril que je regarde, donc je vois un temps chaud autour de 32, 35 par là, hein. Mais ça va? Donc, vous êtes mieux que le gars de Ranérou, là. Quand j'ai Vous êtes entendu 45 degrés, j'ai crié. Donc, Ah ça ouais, veut dire qu'on ne va plus dire que Burkina est plus chaud que Sénégal, hein? C'est le Ah non, mais dérèglement climatique. je note, hein, je corrige, je viens de regarder tout de suite là, nous sommes à 39 degrés exactement. Mais c'est bon, c'est toujours moins que chez nous.
Ah C'est ouais, c'est toujours, encore moins que 45. voilà, C'est c'est pas la moins. meilleure période pour venir là-bas. Non, il fait chaud. Et puis c'est un Ouais. vent sec, le Burkina, ouais. Avril, c'est Oui, dur. oui, oui. Ouais. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Je vois Merci aussi beaucoup. Mara, Ousmane Mara. Bonjour Ousmane. Votre micro est fermé, Ousmane. Maintenant, c'est votre caméra, on ne vous voit plus. Bonjour Aïssatou, Aïssatou Ndiaye. Bonjour. Aïssatou, on ne vous entend pas non plus. Votre micro est fermé. Vous pouvez ouvrir les caméras, hein, s'il vous plaît. Sinon, je vois Inès. Inès Mandjouba, ça, c'est une vieille amie. Bonjour Inès. Et puis, il y a Wilfried. Wilfried Bazier. Ça, c'est le Burkina. Bonjour. Prof, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Ça va, alhamdoulilah. Le Burkina est en force aujourd'hui, hein? Ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va au centre Muraz, ça va. D'accord. Mm. Wilfried, les collègues ne vous connaissent pas. Vous pouvez vous présenter et dire ce que vous faites au centre Muraz? OK. Donc, je suis Wilfried Bazier, je suis médecin biologiste. J'ai un PhD en microbiologie, immunologie. Donc, au centre Muraz, le centre Muraz, c'est un institut de recherche en santé. Donc, moi, je travaille beaucoup sur l'immunopathogénèse de l'infection par le VIH. Je travaille aussi sur les hépatites virales, B, C et E. Et pour ce qui est du VIH, je travaille beaucoup sur les vésicules extracellulaires, les micro-ARN, donc leur implication dans la physiopathologie. Ah, ça fait beaucoup, hein? Wilfried. Donc aujourd'hui, on a un grand expert en ligne sur les hépatites, hein. Nous Non. espérons pouvoir avoir aussi votre contribution. En tout cas, merci beaucoup. Merci OK. beaucoup à tous d'être connectés. Merci à Inès. On a reçu votre message. Vous pouvez ouvrir les Oui. caméras Oui. pour vous présenter. Oui? Merci. Wilfried. Merci aussi pour la formation continue. Oui, mais il faut qu'on la fasse ensemble, hein. Je pense que OK. vous êtes au Burkina, il y a docteur Kania, il y a professeur Abdou Salam, tous au centre Oui. Muraz. Nous espérons que vous allez nous soumettre des cas. Vous pouvez être des experts, comme aujourd'hui, ou même en facilitateur, ça va être un peu difficile avec la distance. Mais Oui. vraiment, on compte sur vous tous pour faire vivre cette plateforme de formation du personnel de laboratoire. Alors, OK. sans plus tarder, je pense qu'on va peut-être demander à notre ingénieur du jour de nous présenter le programme. Alors, c'est ingénieur au féminin, hein, même si j'avais mis Monsieur Conan. Voilà. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à cette session, euh, la première session de 2025 de Écolabo Bonne Pratique. Donc, on est le jeudi 3 avril 2025 et nous, la thématique du jour, le sujet, c'est absence de marqueurs anti-HBC chez un patient porteur chronique de l'antigène HBS. Hein, ça interpelle, c'est un sujet qui interpelle, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était intéressant de le partager. Donc moi, vous me connaissez déjà, c'est le professeur Alimatou Diop Ndiaye, je suis responsable du labo de référence du VIH au Sénégal et coordonnatrice de ce programme. Le présentateur de cas, c'est Dr Papa Brahma Diop, qui est pharmacien. Je m'excuse pour les deux N, interne des hôpitaux de Dakar. Et puis l'expert du jour, c'est professeur Abdoulaye Sek, qui est docteur en pharmacie, qui est PhD en virologie, professeur de bactériologie, virologie, et qui travaille au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Et l'ingénieur ou l'ingénieuse, hein, l'ingénieur au féminin qui va nous accompagner aujourd'hui, c'est pas Monsieur Conan Alphonse, c'est Madame Dianke Samaté. Diapositive. Donc voilà, il est déjà 13h10.
nous sommes à la phase d'introduction. Ensuite, nous allons donner la parole à notre présentateur de cas, Dr. Papa Brahma Diop. Puis, nous allons ouvrir une session d'échange sur cette présentation. Vous allez avoir, vous, l'opportunité de poser des questions de clarification. Ensuite, Dr. Diop va y répondre. L'expert, qui est professeur Abdoulaye Seck, va également pouvoir poser des questions de clarification. Puis, on va passer aux recommandations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut tirer comme recommandation de ce cas et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, nous donnerons la parole à professeur Seck pour la présentation didactique. Nous allons échanger dessus avant de clôturer. Suivante. Alors, les règles n'ont pas changé. On va toujours vous demander d'ouvrir vos caméras pour qu'on puisse se voir tous, mais surtout de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée, comme je le disais, donc tout au long de la session. Vraiment, c'est l'idéal. Que vous vous présentiez en donnant votre nom, votre fonction, votre structure lorsque vous prenez la parole. Il faudrait on espère qu'on aura un débit Internet suffisant. Et si vraiment vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Il suffit juste de lever la main comme ça ou d'utiliser les fonctions de levée de main de Zoom. Suivante. Pour toute question ou problème technique concernant Zoom, merci de contacter le support informatique via le chat. Voilà, cette session, elle est enregistrée. En y participant, vous acceptez d'être enregistré. Et tu peux revenir à la diapo précédente. Je dirais que j'ai omis quelque chose. Voilà. On va tous éviter de divulguer des informations qui vont permettre d'identifier les patients. Vraiment, on essaie de protéger les données personnelles, donc de chacun d'entre vous, mais également des patients. Diapo suivante. Suivante. Voilà, donc il est possible d'obtenir un certificat de participation. On vous invite à vous inscrire sur la plateforme parce que l'année dernière, on a eu des soucis. Les gens ont réclamé des certificats alors qu'ils suivaient à travers le lien. Il faut vous inscrire sur la plateforme. Comme ça, vous êtes sûr que vous recevrez les mails en temps réel et vous serez enregistré par la plateforme e-ECO. Alors, les données qu'on va nous utiliser, on ne va jamais divulguer vos identités personnelles, mais on a besoin de savoir votre profession, etc., ce que vous faites. Et c'est ça qui nous permet aussi de montrer que les programmes ECO, ça marche. Suivante. Voilà, donc vous pouvez partager ce lien WhatsApp, vous pouvez scanner le QR code pour pouvoir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci, Djanké. Nous allons maintenant passer à la présentation de cas. Mais avant cela, on va présenter l'équipe qui est avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai l'honneur d'avoir à côté de moi professeur Abdoulaye Seck. Je vais le laisser se présenter lui-même. Professeur Seck. Bonjour tout le monde. Donc, c'est avec un réel plaisir que je participe à cette session ECO. C'est vrai que la première session, j'étais là, mais je me suis caché derrière parce que quand on forme des adjoints qui sont aussi capables, il ne faut pas, c'est pourquoi certainement l'avait demandé, mais je n'ai pas fait. Donc, je ne suis pas intervenu. À la fin, j'ai mis quelque chose sur la chat. Mais c'est avec plaisir de voir certains de mes étudiants de la Guinée, du Burkina et autres participer à cette formation qui me semble très importante, surtout dans nos pays où la formation pose beaucoup de problèmes. Et ce sont des problématiques qui sont posées, qui viennent des laboratoires. Et parfois, c'est difficile de les avoir. Moi, je pense que ces formations avec les biologistes, les techniciens, c'est important pour leur permettre d'avoir aussi une certaine technicité, une certaine capacité de pouvoir diagnostiquer certains cas quand ça arrive chez eux. Et ça permettra vraiment de permettre un bon diagnostic chez les patients. Donc, c'est avec un réel plaisir que je tout le monde. Je n'ai pas besoin de nommer les gens, mais on se reconnaît. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais revenir en tant qu'expert par rapport à cette présentation qui me semble très intéressante. Merci. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck, grand expert en
microbiologie. Il a plusieurs casquettes. Il travaille beaucoup sur la rame, sur les hépatites. C'est à ce titre qu'il est là aujourd'hui. Notre présentateur de cas, Dr Papa Brahma Diop. On vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Dr Papa Brahma Diop. Je suis pharmacien biologiste de formation. Je suis interne des hôpitaux. Je suis actuellement au niveau du laboratoire de référence VIH-Sida IST du Sénégal. Merci. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons laisser Dr Brahma nous présenter son cas du jour qui est assez intriguant pour ceux qui s'intéressent aux hépatites. Et donc, voilà. Dr Papa Brahma, vous avez la parole. Merci, professeur. Bonjour à toute la communauté. Donc, comme vous le savez déjà, je suis le docteur Papa Brahma Diop. Pour cette première session d'éco bonne pratique, j'ai l'honneur de partager avec vous un cas qui concerne l'absence de marqueurs anti-HBC chez un patient porteur chronique de l'antigène HBS. Diapositive. Donc, notre cas concerne, par rapport au système de management de la qualité, la phase post-analytique, ainsi que le compte rendu des résultats et la diffusion de ces derniers. Tout d'abord, nous avions reçu un échantillon de sang total qui a été prélevé à la date du 27 février 2024 au niveau du Centre national hospitalier d'enfants d'Albert Royer, avec comme type d'analyse demandé la recherche de l'antigène HBS, le dosage des anticorps anti-HBC, le dosage des anticorps anti-HBS, ainsi que la détermination de la charge virale du VIH. Il faut d'emblée signaler que la pertinence de ce cas réside en l'obtention d'un profil sorologique inhabituel, à savoir un antigène HBS positif, alors que les anticorps anti-HBC étaient négatifs. Je voudrais faire un petit rappel sur les biomarqueurs sérologiques de l'hépatite B. Il s'agit tout d'abord de l'antigène HBS, qui est le principal marqueur d'infection et de contagiosité. Quand il y a une persistance de cet anticorps au-delà de 6 mois, cela signifie qu'on a une infection chronique à l'hépatite B. Ensuite, il y a les anticorps anti-HBS, qui sont des marqueurs protecteurs ou de guérison. Un titre supérieur à 10 unités internationales par millilitre signe la protection en cas de vaccination. Il y a ensuite les antigènes HBC ou les antigènes de capside qui sont uniquement présents dans les hépatocytes et n'apparaissent pas dans le sérum. Il y a les anticorps anti-HBC qui sont de deux types, soit des IgM qui signent une infection aiguë ou récente, cependant leur présence est fugace. Et les anticorps IgG totaux qui signent une infection ancienne. Ces anticorps persistent durant toute la vie des personnes ayant été en contact avec le virus de l'hépatite B. Il y a aussi l'antigène HBe, qui est un marqueur de réplication virale qu'on peut retrouver aussi bien dans le sang que dans les hépatocytes. Et enfin, nous avons les anticorps anti-HBe qui témoignent l'arrêt de la réplication virale. Diapositive. Venons-en maintenant à la description de notre cas. Au niveau du bulletin d'analyse, on peut remarquer qu'il s'agissait d'une adolescente âgée de 14 ans, infectée par le VIH1, qui a été mise sous traitement ARV depuis 2012. Cependant, il y a un changement de ligne thérapeutique depuis l'avènement de dolutegravir, et maintenant, la patiente est sous TLD. Cette patiente a été diagnostiquée porteur de l'antigène HBS en 2017 dans le cadre d'un projet de recherche où il fallait rechercher la présence d'antigènes HBS, le dosage des anticorps anti-HBS, ainsi que les anticorps anti-HBC et la mesure de la charge virale du VIH1.
La charge virale obtenue a été indétectable, inférieure à 50 copies par millilitre. Cependant, pour les biomarqueurs du VHB, l'antigène était positif avec le test déterminant antigène HBS et les anticorps mesurés avec l'automate architecte ont donné des résultats comme suit. Les anticorps anti-HBS étaient faiblement réactifs avec un titre à 1,22. Les anticorps anti-HBC étaient non réactifs avec un titre inférieur à 1. Donc, face à ce profil sérologique qui est inhabituel, des investigations ont été entreprises. La première chose était la reprise de la recherche de l'antigène HBS, qui a été revenu positif avec le même test. Ensuite, la reprise de la sérologie sur ASTEC, mais aussi la quantification de l'antigène HBS pour s'affranchir à tout faux positivité. Les résultats de cette sérologie ont donné, malgré ça, des titres d'anticorps anti-HBC non réactifs qui sont inférieurs au seuil de positivité. Diapositive. Donc, plusieurs hypothèses ont été émises. La première hypothèse était de demander s'il s'agissait d'une immunodépression, vu que la patiente est infectée par le VIH, ce qui nous a amené à mesurer les taux de CD4 à RSF. Ces taux étaient revenus normaux avec une valeur de 915 lymphocytes TCD4 par millimètre cube de sang, ce qui nous amène à suggérer qu'il n'y a pas de baisse de l'immunité pour cette patiente. La deuxième hypothèse émise était s'il s'agissait en réalité d'un déficit immunitaire humoral avec un déficit de production d'anticorps par les lymphocytes B, ou bien s'il s'agissait d'une anomalie morphologique d'une population lymphocytaire particulière, ce qui nous a amené à réaliser l'immunophénotypage à l'hôpital d'Al-Alja. Les résultats de l'immunophénotypage ont montré qu'il y avait 61% de lymphocytes sur la population étudiée, avec 7% de lymphocytes B qui exprimaient les marqueurs CD45 et CD19. Il faut noter que l'ensemble de ces lymphocytes B étaient des lymphocytes matures, avec l'expression du marqueur CD20. Cependant, pour ce qui est des lymphocytes T, nous avions 82% de lymphocytes T avec 37% de lymphocytes TCD4 et 46% de lymphocytes TCD8. Pour les cellules NK, il n'y avait que 54% de lymphocytes NK. Donc, en résumé, nous avons 7% de lymphocytes B qui étaient inférieurs aux valeurs de référence qui est comprise entre 12 et 15%. Cependant, les autres populations lymphocytaires avaient des valeurs normales. Ce qui nous amène à conclure qu'il s'agissait bien d'une diminution des lymphocytes B. Nous avons aussi étudié la réplication du virus de l'hépatite B chez cette patiente. La charge virale a été réalisée au CEMIA par PCR en temps réel en utilisant le kit GenProof et l'analyseur Amplix NG48. On a aussi fait la recherche d'autres anticorps pour savoir est-ce que la patiente produisait d'autres anticorps. Donc, la recherche des anticorps anti-HBE a été faite par HTEC. La charge virale du VHB était à 582 unités internationales par millilitre et les anticorps anti-HBE étaient non réactifs. Donc, on pourrait conclure que ce sujet était porteur d'un virus hépatite B qui est faiblement réplicatif. Alors, nous avons rencontré quelques difficultés par rapport à ce cas. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quels résultats rendre aux patients. Nous avons aussi fait plusieurs analyses, donc il y avait une quantité insuffisante du prélèvement. Maintenant, la question qui se pose est que pourquoi cette patiente produisait des anticorps anti-VIH, cependant, il ne produisait pas d'anticorps anti-VHB. Donc, merci de votre aimable attention.
Merci beaucoup, docteur Papa Brahma Diop, pour ce cas, pour la clarté de la présentation. Je crois que ce cas, on avait vraiment besoin que ce soit présenté de cette façon, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui ont été présentés. Mais si je peux résumer le cas, il s'agit d'une adolescente infectée par le VIH1 chez qui est porteur chronique de l'antigène HBS, puisqu'elle a été dépistée positive depuis 2017 et que cette positivité a été confirmée, mais qui ne présentait pas d'anticorps anti-HBC ni d'anticorps anti-HBE. Et donc, au-delà de tout ce que vous avez présenté, il y a une question qui revient. Pourquoi? Pourquoi est-ce que chez cette patiente, il n'y a pas d'anticorps anti-virus de l'hépatite B? Étant entendu que le diagnostic du VIH se fait par la recherche d'anticorps et qu'il y avait bien et bien une positivité anticorps. Vous avez montré qu'il y avait une baisse. Est-ce qu'elle est légère? Est-ce qu'elle est importante? En tout cas, une baisse des lymphocytes B. Est-ce que j'ai bien résumé votre cas, docteur Diop? Oui, exactement. D'accord. Donc, maintenant, nous allons demander à la communauté si vous avez des questions de clarification. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts, il y a la sérologie hépatite B est effectuée dans tous nos laboratoires. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de cas? Docteur Ousseynou Ndiaye, vous faites de la sérologie au niveau de votre laboratoire. Est-ce que vous avez déjà rencontré ce genre de cas? Votre micro est fermé. Ou Ibrahima? Personne ne dit rien. Ce cas, il me semblait que tout le monde allait dire c'est pas possible. Professeur Seynaboulo, voilà, allez-y. Oui, bonjour professeur, merci beaucoup. En fait, je ne voulais pas parler très tôt, je voulais vraiment laisser aux jeunes pour s'exprimer parce que c'est un cas qui est très intéressant et c'est vraiment le quotidien de nos laboratoires. Je remercie toute l'équipe Éco Bonne Pratique de Labo et le présentateur également. Alors, c'est un cas intéressant. Et tous les jours, pratiquement, on se heurte à faire des contrôles. Des contrôles, pourquoi? Parce qu'en réalité, on nous donne parfois pour des patients, on demande les anticorps, on demande la charge virale B. Donc, on imagine que quand on demande une charge virale B, c'est un patient qui est porteur du VIH-B. Et parfois, on se retrouve dans des situations où même l'antigène HBS est absent. Et on creuse, en fait, on fait des tests complémentaires pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Pour vous dire que c'est vraiment une situation que nous rencontrons tous les jours. Maintenant, si je comprends bien, c'est un patient qui est VIH+, et qui est VHB, antigène HBS positif de façon chronique, et qui n'a pas l'anticorps anti-HBC, n'est-ce pas? C'est ça? C'est bien ça. Et l'anticorps anti-HBS aussi. L'anticorps anti-HBS, marqueur de guérison, il y est, mais un peu faible. Mais il n'a pas non plus l'anticorps anti-HBE. Il n'a pas anticorps anti-HBE. Et l'antigène HBE? Donc, la première question, quel est le résultat de l'antigène HBE? Ensuite, pour l'anticorps anti-HBC, c'est vrai que c'est le marqueur le plus fidèle. Dès que la personne est en contact avec le virus, normalement, il y a l'anticorps anti-HBC, mais parfois, il peut s'agir d'un virus qui a muté. Donc, moi, je m'attendais à ce qu'on cherche, est-ce que c'est un virus qui a muté? C'est vrai qu'il a fait beaucoup de paramètres complémentaires et j'avoue que moi, ce que j'aime plus avec les cas écho, c'est vraiment qu'on aille jusqu'au bout. On a l'esprit qui est très ouvert et on fait beaucoup de tests complémentaires. Et c'est ça qui nous permet vraiment, c'est ça la science en fait, c'est ça ce qui est intéressant. Parce que ce qu'on retrouve tous les jours comme résultats normaux, ça c'est pas
En fait, ce qui est plus passionnant, c'est vraiment les cas rares, ces cas rares-là. Donc, moi, je demande la première question, est-ce qu'on a cherché à voir si c'est un virus qui a muté? Bien vrai que c'est une patiente qui est immunodéprimée avec des taux de lymphocytes CD45, CD19 qui sont un peu abaissés, mais il faut également voir du côté du virus, est-ce qu'il n'y a pas eu de mutation? Donc, je m'en arrête là pour ne pas parler de l'intervention du professeur Seck, que je salue de passage. Merci. Merci beaucoup, professeur Seynaboulo. Je vois qu'il y a docteur Oumar Diop qui a levé la main. Merci, professeur Alimatou, ça fait un bail. Merci pour la reprise des échos. Merci à toute la communauté. Moi, j'avais quelques questions d'éclaircissement. Est-ce que on sait un peu, est-ce que l'infection de l'hépatite B est antérieure au traitement antirétroviral, oui ou non? Parce que ça me rappelle un cas, notre cas du VIH avec la PCR, qui était positif alors qu'il n'y avait pas d'anticorps. Est-ce que c'est pas à peu près le même cas qu'on a commencé le traitement, après il y a une infection, l'organisme n'a pas le temps de synthétiser les anticorps. C'est ça. Il y a aussi, le professeur Sernoboulo m'a marché sur la langue. Est-ce que aussi c'est pas une mutation? Et en troisièmement, les cellules lymphocytes B, surtout avec les anticorps, est-ce qu'ils l'ont poussé par rapport à cela sur la synthèse des anticorps? Ce n'est pas un déficit immunitaire primitif. Donc, c'est quelques commentaires et questions d'éclaircissement. Merci. Merci beaucoup, docteur Oumar Diop. J'avais vu la main de Babacar Ndiaye, mais avant ça, il y avait docteur Ousmane Niabali aussi qui avait levé la main. Je ne le vois plus. Peut-être qu'il s'est déconnecté. Docteur Babacar, vous êtes encore là? Murtada, Serigne Oui, Murtada, vous avez votre micro ouvert. Vous voulez prendre la parole? oui, professeur. Allez-y. Bonjour à tous. Merci à Dr Brahma pour la qualité de la présentation. C'est Dr Murtada Sow. Je suis responsable du laboratoire du Centre hospitalier régional de Kaffrine. Moi, j'avais juste quelques questions par rapport à son cas. C'est vrai que c'est un cas très intéressant qu'on ne rencontre pas tous les jours. Les quelques questions que j'avais, c'est-à-dire par rapport aux antécédents de sérologie du patient. Parce que dans la présentation, il s'agit d'un patient qui a été diagnostiqué hépatite B depuis 2017. Et j'aimerais savoir, entre 2017 et 2024, est-ce qu'il y a des sérologies qui ont été faites? Et si oui, quels sont les résultats de ces sérologies antérieures? L'autre souci aussi, bon, mes prédécesseurs, parce que s'agissant des mutations, par rapport aux mutations précoces, c'est des mutations que l'on rencontre tous les jours, mais dans ces cas, on a souvent la positivité de l'antigène HBE avec l'anticorps anti-HBE aussi qui est positif, qui est la négativité de l'antigène HBE avec des anticorps anti-HBS qui sont négatifs, mais des charges virales qui sont supérieures, qui sont très élevées. Donc, et par rapport aux mutations aussi pré-S, bon, je ne vois pas de mutations pré-S parce qu'au moins la sérologie antigène HBS est positive. J'aimerais juste savoir, est-ce qu'il y a des sérologies antérieures? Et si oui, quels sont les résultats par rapport à ces sérologies antérieures? Ce sont les quelques soucis que j'avais. Merci aussi pour la qualité de la présentation. Ça nous avait beaucoup manqué. Merci beaucoup, docteur Sow, depuis Kaffrine. Est-ce que docteur Babacar est toujours là? Sinon, docteur Ousmane, est-ce que quelqu'un d'autre? Wilfried, du côté du Burkina, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Aziz Sidi Aristide, allez-y. Oui, merci professeur. Merci encore au présentateur du cas. Moi, je suivais avec attention ce qui a été présenté, comme les autres l'ont déjà dit. C'est vraiment un cas intéressant. Et d'ailleurs, ce sont des situations que nous avons déjà rencontrées et nous avons essayé de trouver un peu des solutions. On verra bien s'il y a un partage après. Maintenant, j'avais quelques questions. Dès le départ, quels ont été les premiers tests de HBC qui ont été réalisés avant qu'on aille sur l'architecte après? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est sur l'architecte, est-ce que c'est le HBC, les HBC totaux qui ont été dosés, ou c'est l'IgM ou c'est spécifique à l'IgG en fait?
Voilà un peu les deux inquiétudes que j'avais. Merci, professeur. Merci beaucoup, Tapsoba. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la communauté? Pas d'autres questions? Nous allons déjà donner la parole à Dr. Papa Brahma qui va essayer de déjà répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Quel était le résultat de l'antigène HBE, du professeur Seynaboulo? La question, est-ce que c'est des mutants? Elle est revenue aussi à 2 fois. Est-ce que l'infection à VIH n'était pas antérieure? Quels étaient les antécédents sérologiques? Est-ce qu'il y avait d'autres sérologies? Et Aziz est surtout revenu sur le fait que quel test a été utilisé pour pour déterminer les anticorps anti-HBC avant l'utilisation de l'architecte. Avant de vous donner la parole, on va prendre une dernière question avec professeur Mamchersek. Professeur, vous avez la parole. Merci, professeur. Merci pour cette belle présentation. Donc, je félicite Dr. Papa Birame Diop. Alors, moi, j'avais juste une question par rapport à la notion de vaccination. Est-ce qu'il y avait cette de vaccination antérieure donc, chez cette patiente? Donc, c'est la seule question que je voudrais demander. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup, professeur. Nous allons permettre à Papa Brahma de répondre aux questions maintenant. Vous avez la parole. Merci à tout un chacun pour l'intérêt que vous portez à cette présentation. Donc, nous allons essayer d'apporter des réponses aux questions posées. La première question concerne est-ce qu'il s'agissait d'un virus mutant qui a été posée par le professeur Seynabou. Sur cette question, nous n'avons pas encore fait le génotypage de la souche. Peut-être qu'après, on va compléter les investigations par le génotypage de cette virus. Docteur Omar Diop a posé quelques questions. La première question était est-ce que l'infection au virus de l'hépatite B était antérieure par rapport à la mise sous traitement ARV? Donc, la patiente était diagnostiquée VIH en 2012. Donc, en 2012, elle a été mise sous traitement. Et c'est en 2017 qu'elle a été dépistée positive à l'antigène HBS. Donc, le traitement ARV est bien antérieur à l'infection à l'hépatite B. Par rapport aux antécédents sérologiques entre 2017 et 2024, nous avons repris la sérologie de cette patiente-là, mais à chaque fois qu'on reprenait la sérologie, on avait les mêmes résultats. Les anticorps anti-HBS étaient faiblement positifs et les anticorps anti-HBC étaient non réactifs. Donc, par rapport à la question de M. Aristide, on a effectué le dosage des anticorps anti-HBC totaux sur H-TEC. La dernière question concerne la question de professeur Mamsersek. Est-ce qu'il existe des notions de vaccination pour cette patiente-là? À mon niveau, je n'ai pas eu d'informations par rapport au statut vaccinal de la patiente, mais je pense qu'elle n'est pas vaccinée. Elle était diagnostiquée VIH et ensuite, c'est après qu'elle a été enrôlée dans un projet de recherche et on a dépisté la patiente avec des TDR et les TDR étaient revenus positifs par rapport à l'antigène HBS. Mais sur son dossier patient, il n'a été pas mentionné le statut vaccinal de la patiente. Merci beaucoup. Je vais éteindre le micro. C'est bon. Merci beaucoup, Dr. Papa Brahma, pour ces réponses. J'ai vu une question dans le chat. Comment vous pouvez l'afficher? Une question qui est voilà, dans le chat. Est-ce que vous avez fait une revue de la littérature pour voir s'il y avait ce genre de situation? Je pense que c'est une question aussi intéressante.
Peut-être que je vais juste rajouter aux réponses qui ont été données par Brahma que effectivement des sérologies antérieures ont pu être faites sur des échantillons que nous avions, en fait, qui étaient dans notre biobanque, donc de 2022, si je ne me trompe pas, et de 2023. Mais effectivement, dans le dossier, il n'y avait aucune information par rapport à la vaccination. Vraiment une question très pertinente sur la vaccination. On peut quand même supposer, hein, même si ce n'était pas marqué, on peut supposer que l'enfant avait été vacciné parce que le programme élargi de vaccination au Sénégal, avant 2015, vaccinait les enfants à partir non, de 2000, je veux dire de 6 mois. C'est-à-dire que la vaccination contre l'hépatite B peut-être n'était pas optimale. Donc, on peut supposer, mais effectivement, ce n'était pas marqué dans le dossier du patient. Alors, je vais maintenant donner la parole à professeur Seck pour aussi des questions de clarification à l'endroit de... Alors, merci, professeur Arimatou. Donc, moi, je pense que la première question que je voulais poser, c'est Mamjet qui l'a posée. Et j'en reviendrai pourquoi ce cas. Quand vous avez un patient qui a l'antigène HBs positif et l'anticorps anti-HBC tout négatif, la première question à se poser, est-ce que le patient a été vacciné? Est-ce que la vaccination est récente? Parce que c'est simple. Si c'est le cas, souvent les vaccins, on donne de l'antigène HBs. Donc, si c'est récent, vous donnez de l'antigène HBs, vous faites le diagnostic, mais vous trouvez que de l'antigène HBs, les anticorps anti-HBs surtout n'ont pas encore le temps d'être produits. C'est normal. Mais pour ce cas, ce n'est pas le cas. Parce que tout ce qu'on a dit, mais les questions que je voulais poser, parce qu'on l'a posé, quand est-ce qu'il a été positif, est-ce qu'il a eu une vaccination, est-ce qu'il a des antécédents, mais vous n'avez pas toutes ces questions. Mais par contre, il y a des réponses. Vous avez fait l'immunophénotypage qui a montré que vraiment, ce n'est pas un problème. Ce problème-là n'existe pas par rapport à la production d'anticorps parce que le VH est déjà là, il y a les autres. Par contre, pour étayer tes propos, vous avez fait l'anticorps anti-HBE qui est négatif, alors que l'antigène HBE n'a pas été fait. C'était pour répondre à deux questions. Toutes les personnes qui posaient le problème de mutation pouvaient être, parce qu'on a la région pré-CC qui permet de coder l'antigène HBC et l'anticorps anti-HBE. S'il y avait une mutation, on allait le voir avec le dosage de l'anticorps HB qui devait être positif, mais vous n'avez pas fait l'antigène HB, et l'antigène HB devait être négatif. Donc, moi, cette mutation-là, je mettrai entre guillemets, je ne pense pas à cette mutation. D'accord? Alors, il y a d'autres critères ou d'autres hypothèses qui ont été données. J'en donnerai deux tout à l'heure quand je vais faire la présentation du diagnostic. Mais, même si ces hypothèses ont été données, il n'y a pas encore de mécanisme qui l'explique. Ils l'ont expliqué, ils l'ont dit, cette hypothèse, mais ils n'ont pas donné les mécanismes. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cas qui est problématique. Problématique en tant que, on a toujours dit aux étudiants, si vous avez un patient qui présente une hépatite B, le premier marqueur fidèle, c'est les anticorps anti-HBC photo. Et ici, je voulais dire à Aristide par rapport à ça, faites très attention avec les architectes. Moi, j'ai cette expérience. Souvent, quand vous dosez l'antigène HB, si c'est dans la zone grise, ça ne sort pas. Les TDR là, souvent, c'est ça qui nous permet de diagnostiquer. Faites très attention, les TDR, ça marche bien. Je ne veux pas citer le nom de deux fournisseurs, mais c'est super bien parce que nous, on a fait une étude et c'est 99% de spécificité de sensibilité. Donc, si vous avez des problèmes de dosage de l'antigène sur vos automates, utilisez les TDR. C'est super bien, ça vous permet de régler le problème. Maintenant, le grand problème, c'est quelle est la suite à donner. Et la suite à donner, c'est quoi? C'est la charge virale. On sait que le patient a l'antigène HB, les anticorps anti-HB surtout n'ont pas été produits. Donc, il fallait faire l'antigène, la charge virale. C'est vrai que l'antigène HB n'a pas été fait. Et ici, comme l'anticorps anti-HB a été fait et négatif, donc on pense que c'est une réplication, même si la réplication est faite. Par contre, la suite, c'est qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce patient? C'est la grande question. Moi, je pense que quand je reviendrai sur la présentation, maintenant, je vous parlerai des deux méthodes, parce que quelqu'un a dit comment on appelle, par rapport à la littérature. Moi, j'ai regardé rapidement, mais je n'ai pas observé ou vu des articles sur une mutation au niveau du gène de l'antigène HBC. Antigène HBE, mais l'antigène HB, je n'ai pas vu.
D'accord? Professeur Ablaïsek, on attendait de vous des questions de Non, clarification. les questions sont On va revenir tout à l'heure. Je pense que vous avez beaucoup à nous dire par rapport à ça. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Sora Mandi, bien, la main a disparu. Il y avait une main qui était levée un instant. Sinon, il y a des questions qui sont posées. Est-ce qu'il s'agit réellement de VHB? Sachant que si je ne me trompe pas, l'enveloppe du VHB peut être utilisée par le virus de l'hépatite delta pour lui servir d'enveloppe. Une autre question, c'est sur les transaminases. Donc, deux questions, beaucoup de questions. La sérologie de la mère à la naissance. On va donner la parole à Papa Brahma. Une dernière question, on va donner à Abdou Diop avant de passer aux recommandations. Abdou Diop, allez-y. Merci, professeur Alimatou. Merci, docteur Brahma, pour la présentation. Donc, je crois que le cas a été très bien présenté. Moi, ma question, c'était juste par rapport à la technique de dosage qui a été utilisée en fait. On sait que avec H-Sex, on a l'habitude avec les anticorps anti-VIH et dans certains cas, on est obligé de confirmer avec une technique, avec un autre automate, par exemple, avec le VIDAS. Pour ce cas-ci, est-ce que la méthode qu'utilise l'architecte a été la seule méthode qui a été faite pour le dosage des anticorps anti-HBC ou bien il y avait une solution de faire le dosage avec un autre automate, peut-être avec une sensibilité différente pour vraiment confirmer que c'est une négativité des anticorps anti-HBC. Là, c'était juste ma question pour pouvoir confirmer que c'est un cas qui est vraiment négatif. Merci. Merci beaucoup, Abdou. Donc, on va redonner une dernière fois à Brahma pour répondre. Il y a eu beaucoup de questions, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous donne la parole. Merci, professeur. On ne vous entend pas. Donc, par rapport à la personne qui a posé s'il s'agissait bien du virus de l'hépatite B, parce que le virus de l'hépatite B peut utiliser les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'hépatite B. Donc, en effet, il s'agissait de l'hépatite B parce que la charge virale effectuée utilise des amorces qui sont spécifiques au virus de l'hépatite B, alors qu'il y a une quantification. Donc, cela nous permet de dire qu'il s'agissait bien du virus de l'hépatite B. Par rapport à la question de Dr Aboudjo, donc nous n'avons pas utilisé d'autres techniques hormis l'architecte. Cependant, on a fait la quantification de l'antigène HBS. Donc, c'est un paramètre qui est très spécifique et qui est corrélé à la charge virale de l'hépatite B. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons demander à la communauté, je pense qu'il y a déjà des pistes. Hein. Quelles sont vos recommandations? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à Dr Papa Brahma pour qu'il aille justement qu'on élucide finalement ce mystère de cette patiente? Je pense qu'il y a déjà quelques pistes. Je retiens qu'il faut qu'on teste peut-être avec une autre plateforme, juste pour confirmer. Alors, quelles sont vos autres recommandations, chers membres de la communauté? À part le complément d'information qu'il faut avoir. Oui, Serine Moursada? Votre micro est fermé. Voilà, allez-y. Là, c'est fermé. Bon, c'était juste reprendre un autre prélèvement. D'accord. Bon, ça a déjà été fait par rapport à la reprise du prélèvement. C'est sur un autre prélèvement que les autres tests ont été faits. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? En tout cas, moi, je note, hein, peut-être le professeur Seck fera la synthèse des recommandations aussi. Oui, Aziz, oui, professeur. oui, Abdou, allez-y. En fait, moi, la conduite à tenir dans ce cas de figure, comme Brahma l'a dit, la prochaine étape, ce sera peut-être le génotypage.
Parce qu'on sait aujourd'hui, avec le mutant pressé, il y a deux types de mutations qui sont connues à ce jour. Est-ce une nouvelle mutation ou pas? Pour moi, on doit aller dans ce sens. Est-ce qu'il y a une nouvelle mutation qui expliquerait ce cas? Pour moi, parce que les mutations pressées qui sont connues, ils affectent plutôt l'antigène HBE et pas les anticorps anti-HBC. Donc, pour moi, c'est la prochaine étape à faire. Le génotypage pour connaître non seulement le génotype du virus, mais aussi est-ce qu'il y a une mutation au niveau de la région pressée qui expliquerait ce cas? Merci beaucoup, Abdou, pour cette recommandation. Aziz Sidi, Oui, Kapsoba. professeur. Oui, professeur, d'accord, merci. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une recommandation. Je ne sais pas si j'ai zappé en suivant la présentation. Moi, j'allais revenir un peu sur les contrôles qualité, en fait. Pour voir, est-ce que pour les différents tests qui ont été réalisés, là, si les contrôles qualité ont été suivis à la lettre et notifiés, qu'on puisse regarder ça et aussi éventuellement penser à une vérification de la méthode de dosage de l'anticorps HBC. Ça pourrait aider aussi pour pouvoir clarifier nos décisions. Merci. Merci beaucoup, Aziz, pour cette remarque aussi très pertinente. Euh, Nous prenons bonne note. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations des membres de la communauté? Ousmane Yattara, faire une revue de la littérature et à comparer par rapport aux autres contextes. On a bien noté par rapport à la revue. Autre recommandation? Est-ce il existe des interférences connues sur les techniques de dosage? Je pense qu'on va maintenant donner la parole à professeur Abdoulaye Seck pour qu'il fasse la synthèse de toutes les recommandations qui ont été faites. Tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des recommandations, je pense que je suis tout à fait d'accord avec la majeure partie. Donc, dans ces cas de figure, quand vous avez un résultat qui ne vous satisfait pas, surtout dans le cas des hépatites, il faut toujours confirmer. Et la meilleure façon de confirmer, c'est de le faire avec une autre technique, avec une autre automatique. Ça, je suis d'accord. Alors, le contrôle de qualité, je pense que tous les labos le font normalement. Vous ne pouvez pas rendre un résultat sans contrôle de qualité parce que c'est le contrôle de qualité qui valide vos résultats. Et je suis tout à fait d'accord pour le dosage de l'antigène HB dans ce cas, parce que ici, par rapport aux mutations, comme on le dit, ça permet de pouvoir voir au niveau au niveau de la région pressée, déjà, est-ce qu'il y a une mutation? Donc, il faut doser l'antigène HB et ça permet d'éviter de voir est-ce qu'il y a. Parce que dans la littérature, quelqu'un l'a demandé, moi j'ai regardé, hein, mais je n'ai pas vu de mutation au niveau de l'antigène HBC par rapport à la production. Je ne l'ai pas vu. Peut-être que ça peut être une piste, mais cette piste, moi, je mettrai des pincettes. Alors, pour je pense que c'était ça. Pour les recherches de mutation, comme je l'ai dit, l'antigène HB était intéressant de doser parce que si on avait l'antigène HB, on penserait plus à l'absence de mutation parce que cette région est commune aux deux, parce que l'antigène HBC, on le verra tout à l'heure, c'est la même signification, sont des marqueurs d'infectiosité. L'autre n'est pas dosé dans le sang, alors que l'autre est retrouvé dans le sang. Donc, voilà les recommandations que je pense être intéressantes pour ce dossier. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck. Merci aussi à Dr Mamgo Nekoli. Nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Merci à tous ceux qui ont donné des recommandations. Alors, Dr Pat Brahma, est-ce que ces recommandations vont vous être utiles finalement? Hein? D'accord. Mais on vous entend? On vous entend pas, non, on vous entend pas et il n'y a pas la caméra sur vous. Merci pour ces recommandations. On va compléter le bilan par le dosage de l'antigène HBE ainsi que le génotypage pour voir s'il y a des mutations. Merci, professeur. Merci beaucoup. Il est 13h moins 5. Je pense qu'on a eu vraiment une session interactive très intéressante. Nous allons maintenant donner la parole à notre expert qui va revenir certainement sur tout ce qu'il avait déjà commencé à nous dire, mais de façon un peu plus didactique. Dianke, s'il vous plaît, la présentation de Dr Abdoulaye Seck. Bonjour, Dr Aïssatou Sow. Nous attendons toujours le cas de la gendarmerie. Bonjour, professeur. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Nous allons maintenant donner la parole à Alors, pour ce cas, j'étais obligé, on m'avait confié de faire une petite présentation sur le diagnostic sérologique du virus de l'hépatite B. Donc, pour être didactique, j'étais très simple, hein. Alors, ce diagnostic repose sur deux choses. Alors, c'est ce qu'on appelle les marqueurs directs. Quand on parle de marqueurs directs du virus de l'hépatite B, c'est l'antigène HBS qui nous permet de faire le statut de portage. Il y a aussi l'antigène HB, donc qui est important pour voir s'il y a une réplication ou non. Mais il y a aussi la capside, l'antigène HB, qu'on oublie souvent et qui n'est pas dosable dans le sang. C'est pourquoi on ne le demande pas, mais dont la présence va susciter, et ce qui a été l'objet de notre présentation, de la production de l'anticorps anti-HBC, qui est le marqueur fidèle de l'infection au virus. Alors que l'antigène HBE permet de produire l'anticorps anti-HBE, et cette séroconversion anti-HBE, anticorps anti-HBE permet de dire que la réplication diminue ou bien on est en phase de guérison. Et in fine, il y a l'antigène HBS qui est le portage, dont la production d'anticorps anti-HBS permet de dire s'il y a utilisation ou non avec une valeur, parce que Barbara ne l'a pas montré, à 10 unités internationales à valeur donnée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, diapo s'il vous plaît. Donc ici, j'ai fait un petit résumé pour rappel, parce que je pense que tout le monde connaît. Ces antigènes et ces anticorps, donc quel est leur rôle? Donc l'antigène HBS, marqueur de portage de virus, donc supérieur à 6 mois. Donc moi, c'était pourquoi quand en 2017, je m'attendais qu'ils nous disent qu'ils ont fait le dosage 2 fois. Donc quand tu as dit 2017, je me demandais est-ce qu'on l'a fait 2 fois pour être sûr qu'on est dans ce cas d'une infection chronique. D'accord? Il y a l'antigène HBG, comme je l'ai dit tout tantôt, qui est le marqueur d'infectiosité, donc, dont la production d'anticorps est un marqueur fidèle du contact avec le virus, et ce marqueur normalement survit jusqu'à la fin de la vie. Donc, dès qu'on a ce marqueur, ça ne disparaît pas. Autant les gens faisaient l'IgM pour voir l'infection récente, mais de plus en plus, l'IgM n'est plus demandé. Si l'anticorps est positif, souvent on va rechercher les facteurs de réplication, soit l'antigène HB ou l'anticorps anti-HB. Donc, si l'anticorps anti-HB, donc marqueur du risque infectieux faible ou nul, ça veut dire qu'à ce moment-là, on pense que le patient ne réplique pas. Mais depuis quelques années, ça, il faut le dire, il y a un nouveau marqueur qui est apparu. C'est ce qu'on appelle l'antigène corps, qui est l'antigène apparu au niveau de l'hépatite. C'est un marqueur fidèle de l'application, parce qu'à la différence de la SARS virale, où on va détecter, et cette détection, on a ce qu'on appelle un seuil de détection. Souvent, le patient peut répliquer, mais à un seuil beaucoup plus faible que le seuil de détection. Nous, on va rendre indétectable. Mais avec l'antigène corps, on est sûr que si c'est positif, il y a une réplication, minime qu'elle soit, cette réplication existe. Et il faut le dire que l'antigène corps permet de quantifier l'antigène HBC à la fois, l'antigène HBE et ce qu'on appelle la protéine P2 du noyau, qui est une forme phosphorylée de l'antigène HBC. Donc, c'est pourquoi c'est important. C'est vrai qu'au Sénégal, jusqu'à présent, ce n'est pas encore utilisé. Moi, j'essaie de le faire, mais il y a beaucoup de problèmes. Mais dans certains pays, et je pense que nos collègues burkinabés, il y a une étude qui a été faite là-bas et ça a été, je pense, publié. Alors, vas-y. Alors, ce qui est intéressant maintenant, j'ai résumé en tout ça sur une seule diapositive. Quand on demande de faire la cellule de l'hépatite B, il y a 3 marqueurs qui sont essentiels. C'est l'antigène HBS, qui permet de déterminer le portage à J0 et J6 mois si c'est positif. Il y a les anticorps anti-HBS, dont une valeur supérieure à 10 unités internationales par 1000 permet de déterminer l'immunisation, et l'anticorps HBC totaux. Mais ici, quand on dit auto-totaux, c'est à la fois les IgG et les IG, mais il y a plus d'IgG. Donc, il permet de dire que le patient ou la patiente a été une fois en contact avec le virus. Ce qui est intéressant maintenant, suivant les résultats obtenus, on peut avoir plusieurs profils. Le premier profil, tous ces marqueurs sont négatifs. À ce moment-là, on peut dire pas d'antécédent d'infection ou d'immunisation. Ici, la conduite à tenir, c'est de vacciner. Mais il ne faut pas se limiter à la vaccination. Il faut vérifier l'efficacité vaccinale et faire le dosage des anticorps anti-HBS pour voir est-ce que la valeur seuil a été atteinte pour pouvoir déterminer l'immunisation du patient. Le deuxième profil, ici, on a que l'antigène HBS.
qui est positif, les anticorps anti-HB positifs. Donc ici, on peut parler de portage de l'antigène HBs, mais aussi on peut parler d'une infection chronique si à 6 mois, le résultat est toujours positif. Le troisième profil, c'est ce qu'on appelle le profil où on a uniquement les anticorps anti-HBs, les antigènes HBs sont négatifs, les anticorps anti-HB sont négatifs. À ce moment-là, on est sûr qu'on est immunisé si la valeur est supérieure et cette immunisation a été obtenue via la vaccination. Alors, la dernière maintenant, c'est qu'on a ici l'antigène HBs qui est négatif, l'anticorps anti-HBs qui est positif avec une valeur supérieure à 10 et l'anticorps anti-HB surtout qui est présent. Dans ce cas, on est sûr que c'est une infection ancienne guérie et le patient maintenant immunisé. Par contre, dans le cas d'espèce, je ne l'ai pas présenté, on a l'antigène HBs qui est positif, on a les anticorps anti-HBs qui sont négatifs et les anticorps anti-HB surtout négatifs. Dans ce cas de figure, la première chose qu'il faut demander, c'est est-ce que le patient a été vacciné récemment. Si le patient a été vacciné, ça ne pose pas de problème parce que la vaccination, c'est à base d'antigène HBs. Donc, si vous le faites 2-3 jours, vous êtes sûr que vous allez retrouver de l'antigène HBs. Mais par rapport à notre cas, quand on a fait la SARS virale, il y avait une réplication. Donc, on ne peut plus parler de problème de vaccination ou de résiduel, d'antigène HBs résiduel par rapport à la vaccination. Donc, c'est un patient qui est infecté par le virus de l'hépatite B. Alors, qu'en est-il maintenant si on est chez un patient antigène HBs, il faut faire un contrôle. Souvent, c'est à 6 mois ou 1 an. Et dans ce cas de figure, on détermine ce qu'on appelle les facteurs qui permettent de voir la réplication. C'est l'antigène HBe, l'anticorps anti-HB ou l'ADN viral. Et selon le cas, on peut avoir une réplication faible ou élevée. Mais là où je vais intervenir, parce qu'on ne m'a pas donné beaucoup de minutes, c'est le patient chez qui on a l'antigène HBe qui est négatif, l'anticorps anti-HBe qui est positif et que l'ADN viral est présent. Ce patient, n'oubliez pas, c'est un mutant pressé. Et des études en Afrique de l'Ouest, ont montré que la majeure partie de nos patients infectés par le virus de l'hépatite B sont des mutants pressés. Donc, pour conseil, si vous devez faire l'antigène HBe, même si c'est négatif, vérifiez en dosant l'ADN viral parce que vous serez surpris. Et dans ce cas de figure, si vous faites l'anticorps anti-HB et qui est positif avec SARS viral, n'hésitez pas, c'est un mutant pressé. Diapo, s'il vous plaît. Maintenant, à propos du cas pour terminer, c'est un profil inhabituel parce que souvent, quand on a l'antigène HBs positif, ce qu'il faut avoir, c'est que l'anticorps est positif. Alors, attitude, j'ai bien aimé, c'est de refaire le dosage, ce qu'il a été fait, et toujours il est négatif. Les anticorps anti-HBs, le taux est très faible et que l'anticorps anti est toujours négatif. Alors, la première chose à faire, c'était le statut vaccinal ou non, ce que tu n'as pas donné. Parce que ça nous permet, exemple, si c'est un patient qui n'était pas infecté par le HIV, cette question pourrait régler le problème d'emblée. Parce que si le patient était vacciné moins de 2 jours, 3 jours et on a fait le dosage, on peut dire que ce sont des antigènes résiduels dus à la vaccination, ce qui n'est pas le cas. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est regarder la littérature. Parce que moi, quand on m'a donné le sujet, j'ai recherché en 20 ans de trucs, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai vu que des auteurs ont parlé de ce problème où ils ont fait la combinaison de l'anticorps anti-HBs négatif, donc le taux est inférieur, l'antigène HBs positif, mais les anticorps anti-HBs totaux sont négatifs. Et ils ont dit, ça peut indiquer d'une part un individu en phase aiguë de sa maladie. Parce qu'un individu en phase aiguë de sa maladie, ce qu'il faut voir, dans ce cas de figure, ce sont les IgM qui doivent sortir. Et n'oubliez pas, l'anticorps anti-HB totaux dose plus les IgG que les IgM. Ça peut s'expliquer. Mais le mécanisme, ils ne l'ont pas donné. Maintenant, la deuxième hypothèse qu'ils ont donnée, c'est une réactivation du virus chez un porteur chronique. Ça veut dire que c'est un patient qui avait un portage, c'est une réactivation. Donc, si la réactivation, le temps encore de produire va prendre temps parce que cette réactivation va permettre de produire plus d'antigènes HB. Ce sont les deux mécanismes qui ont été émis, mais j'ai cherché, ils n'ont pas élucidé ces mécanismes pour montrer que ce patient est intéressant. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut un suivi. Il ne faut pas rendre le résultat et attendre. Ici, le suivi, c'est d'attendre 2 à 3 mois et de refaire
le bilan, voir est-ce que toujours on a cet anticorps anti-HB qui n'est pas toujours présent. Mais cela n'empêche pas, ça ne change en rien. La conduite à tenir, c'est chaque fois que le patient a des signes cliniques, c'est de faire la charge virale pour être sûr que le patient ne réplique pas. Donc voilà, Madame la Présidente, professeur Alimon, ce que je voulais ajouter à ce profil de cas. Maintenant, s'il y a des questions à mon égard, je suis tout à fait disponible pour le faire. Merci. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck, pour cette très belle présentation qui nous a replongé dans le monde des hépatites. Oui, ça nécessite des applaudissements. Mais on doit aussi applaudir pour notre présentateur de CASA. On va y revenir tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup. Maintenant, les questions sont ouvertes pour professeur Abdoulaye Seck. Moi, je suis facilitatrice, mais on me reproche tout le temps de ne pas rester dans mon rôle de facilitateur. Parce que moi aussi, j'ai une petite question que je me pose, parce que qui peut-être pourrait expliquer ce qui se passe, c'est que faut pas qu'on oublie que le patient a été mis sous traitement à l'âge de 2 ans. Donc, et le traitement, il y a toujours du tenofovir. En fait, avant, c'était du 3-TC, donc la lamivudine, et maintenant, il y a le tenofovir. Est-ce que peut-être ce traitement aussi qui a été mis et qui certes marche sur le VIH, mais marche aussi sur l'hépatite B, ne peut pas avoir eu un impact? Parce que si le virus ne se multiplie pas, si la multiplication virale est très faible, le système immunitaire n'est peut-être pas activé. Donc, voilà, je me dis, c'est peut-être aussi une piste. L'autre réflexion que je me pose, c'est que chez ce patient, il a été constaté que la charge virale hépatite B est supérieure elle est de 500 et quelques, ça veut dire qu'il réplique. Est-ce qu'il n'est pas résistant? S'il est sous tenofovir et qu'il réplique, oui, non, je sais, je ne dois pas poser de questions. Je les pose. Je les pose parce que je me pose aussi des questions. Il réplique sous tenofovir. Ça pose une question, donc il faut peut-être qu'on génotype pour voir le profil de mutation de résistance. Mais moi, c'est pas ça, il m'interpelle parce que toutes ces charges virales VIH, depuis 2012, étaient indétectables. Donc, beaucoup de questions. On va donner la parole à Dr Ousseynou Ndiaye, qui a peut-être aussi une question. Dr Ousseynou. Bonjour professeur. Merci également au professeur Seck pour cette belle présentation. On félicite bravement. Donc, je m'excuse si je suis un peu à côté parce qu'il y a un moment où j'étais sorti, j'ai manqué une partie de la présentation. Mais j'avoue que pour la première fois, je n'ai pas grand-chose à dire parce que c'est un cas qui est vraiment particulier et qu'on n'a pratiquement jamais rencontré. Parce qu'on ne peut pas parler de mutants pressés, parce qu'il y a des hypothèses qui sont en contre ça. On ne peut pas parler de problèmes de vaccination. Euh, on ne peut pas également parler d'hépatite chronique. Je pense que ça, c'est vraiment un cas d'école qui mérite vraiment qu'on essaie de pousser la réflexion. Donc, dans ma réflexion personnelle, après, je pense que ça va pas faire qu'à moi. Bon, donc, je pensais plutôt, je ne sais pas si on a essayé de faire le fibroscan ou bien la biopsie pour voir l'état du foie. Parce que, bon, on sait que pour les patients, par exemple, VIH, en stade terminal, on a tendance à perdre certains marqueurs. Donc, on va même pour le VIH jusqu'à perdre l'anticorps qui permet de détecter le VIH. Je ne sais pas après à quel stade se trouve le patient. Est-ce qu'il est à un stade vraiment avancé qui fait qu'on a des problèmes pour que les marqueurs, en tout cas, s'affichent. Et je suis également d'avis qu'on doit faire un prélèvement 6 mois, ou en tout cas un prélèvement qui permette un peu d'avoir un peu plus de recul par rapport au temps, le temps que les marqueurs puissent s'affirmer. En tout cas, on est vraiment content pour cette belle reprise. Je pense qu'on n'a pas été déçus pour le cas. En tout cas, félicitations à Abraham, qui nous a poussé vraiment à retourner dans la littérature pour rechercher. Mais j'avoue que, franchement, moi, je n'ai pas une réponse objective à ce cas-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup,
Docteur Ousseynou Ndiaye. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent des questions. Il y a des questions dans le chat. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre caméra et poser la question? Parce que je ne vois pas toutes les questions. J'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure dans le chat. Prof, excuse-moi. Une dernière chose. Par rapport à la charge virale, on parlait plutôt tantôt de génotypage. Mais est-ce qu'avec des charges virales faibles, inférieures à 500, on pourra envisager de faire des tests de séquençage pour savoir qu'on a des mutations ou pas? Ça également, c'est un frein. Je sais qu'on a un étudiant qui est en Allemagne et on nous a demandé pour les patients qui ont des charges virales inférieures à 1000 qu'on ne fasse pas de génotypage parce que, bon, on a peu de chances de trouver quelque chose. Merci beaucoup. Autre question, professeur Seynaboulo. Oui, merci beaucoup, prof. Alima. Merci également au professeur Seck pour la présentation didactique. Moi, je profite juste de l'occasion pour attirer l'attention par rapport à certains tests tests rapides antigène HPS. Donc, très souvent, on a des faux négatifs. Et je pense que c'est à nous, biologistes, vraiment, de voir comment faire avec la direction des laboratoires pour, en tout cas, évaluer les tests et mettre des étiquettes sur les tests qui sont déjà évalués. Parce que très souvent, on a beaucoup de faux positifs avec les tests rapides antigène HPS. Quand on fait un autre test, on se retrouve avec un résultat négatif ou bien avec un résultat positif. Donc, je profite, comme on parle de VHB, je profite du cas pour faire un plaidoyer. Et c'est à nous, biologistes, hein, c'est à nous de faire les remarques et de remonter l'information. Parce que si l'information n'arrive pas là où elle doit arriver également, on continue à taxer, surtout nous qui sommes dans les structures avec des banques de sang. Moi, j'ai toujours peur de faire de tester les poches de sang avec les tests rapides. Ça, dès que je le fais, je n'ai pas la conscience tranquille. C'est sûr qu'il y a des cas qui vont échapper. Voilà, sinon, félicitations à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Seynaboulo. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour professeur Abdoulaye Seck? D'autres questions par rapport à sa présentation? Je retiens qu'il y a une question, professeur. Je ne sais pas de qui elle est. Voilà. J'ai une question concernant c'est Maguette Ndoye, concernant la négativation de l'antigène HBS au-delà des 6 mois chez un porteur chronique du VHB. Je ne sais pas si il y a d'autres messages. Vous pouvez descendre un peu. Le reste, ce sont des félicitations. Voilà. Mme Bonnet aussi nous dit qu'elle a peur de prendre des TDR pour faire les tests au niveau des banques de sang. Avant que le professeur Ablaye Seck ne prenne la parole, je pense que je vais dans le sens de professeur Seynaboulo. Nous sommes des biologistes. Il nous appartient de faire des évaluations des différents tests que nous utilisons, comme c'est fait un peu pour le VIH. Mais je veux vous rassurer que les tests rapides, il y en a qui sont bons. Donc, il faudrait effectivement qu'on puisse faire des évaluations. Bon, il faudrait qu'on travaille avec la direction des laboratoires, comme vous l'avez dit. Mais les tests rapides, c'est de la haute technologie. Mais il faudrait qu'on identifie ceux qui sont bons de ceux qui posent problème et qu'on puisse véritablement le signaler. Professeur Seck? Alors, merci Alimatou. Donc, avant de rebondir sur la question par rapport à la négativation de l'antigène HPS, je voulais vous dire que il y a 2 à 3 ans, j'ai eu à faire beaucoup d'évaluations de ces tests de génétique rapide parce que c'est sur demande de la direction des laboratoires. Et la direction des laboratoires s'était rapprochée du programme national de lutte contre les hépatites. Et la responsable était venue me voir. Donc, j'ai eu à évaluer beaucoup de tests de diagnostic rapide, que ce soit l'antigène HPS, mais surtout l'antigène HB. Et nos résultats montrent que pour les tests qui ont été évalués, les TDR antigène HB étaient extrêmement bons. Par contre, les tests antigène HB, et c'est ça que vous retenez votre attention, faites très attention, parce que la sensibilité là ne dépasse même pas 50%. HB. Mais les TDR, je ne veux pas citer, parce que je ne fais pas de la publicité, mais il y a 3 marques qui étaient vraiment peut-être plus de 99%. Donc ça marche. Maintenant, pour le dosage, pour la négative, mais on l'a observé nous, parce que nous, on a la chance d'avoir une cohorte. Et souvent, on a quelqu'un qui vient, on fait 2-3 mois,
Ça, c'est négatif. Par contre, c'est une expérience que nous avons vécue pour vous dire que parfois les virus sont un peu tortueux et vicieux. Parce que moi, j'ai un personnel de mon laboratoire, je ne vous dirai pas, parce que si je dis, là, c'est tout le monde connaîtra. Moi, quand je suis arrivé à l'Institut Pasteur en 2003, elle était porteuse de l'antigène HBS positif. Mais la charge virale était stable, hein. Toujours était stable, on faisait les 30 minutes, c'est normal. Alors, 20 ans après, je vais en congé, je reviens, les gens du là me disent, prof, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On m'a montré les résultats. Je lui dis, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une seule conversion, antigène HBS, anticorps anti-HBS. La femme qui était antigène HBS positive, donc porteur de l'entreprise de 20 ans, maintenant produit des anticorps. Mais là où je n'étais pas content, c'est-à-dire que les sérums ont été perdus. Parce que moi, je voulais sur le plan immunologique en discuter avec mes collègues, voir qu'est-ce qui explique. Parce que comme nous, on a des sérums, les anciens sérums et les nouveaux sérums, au plan immunologique, qu'est-ce qui explique cette séroconversion antigène HBS, anticorps anti-HBS? Donc faites très attention. C'est un virus vicieux. Ce n'est pas parce que tu as à J0, 6 mois que c'est une infection chronique. Peut-être que demain, l'environnement, il y a des choses, on ne peut pas l'expliquer, c'est comme le HIV. Donc, il y a des choses qui arrivent. C'est vrai que quand on a une infection à HIV, parfois, certaines infections virales sont carrément chantées. Ça peut arriver que certains marqueurs pour le diagnostic de ces virus ne sont pas observés. Mais faites très attention parce qu'il y a des interférences que aussi la science n'a pas encore occulté, mais il faut toujours prendre en compte que des résultats comme ça, il faut toujours vérifier. Et maintenant, quelque chose qui est intéressant, la littérature, un biologiste dans son laboratoire ne se limite pas à valider des résultats comme ça. S'il a un résultat qu'il n'a jamais eu, d'abord, la littérature. Allez voir au niveau de qu'est-ce qu'on a dit sur. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il faut discuter avec les collègues. Et c'est important. Moi, je pense que ECHO aussi, au-delà, vous avez un WhatsApp. Moi, je pense que aussi, il faut que le WhatsApp marche. Parce qu'il y a des choses, on ne le présente pas à l'écho, mais ça peut être intéressant d'en discuter et de trouver des solutions. Nous, on l'avait fait avec la PAFRAM, parce qu'on a eu à accompagner beaucoup, ce n'est pas l'objet de beaucoup de laboratoires. Maintenant, sur le plan antibiogramme, tout ça, maintenant, chaque fois qu'ils ont des antibiogrammes à interpréter, on le fait sur le champ, on nous donne, que ce soit des Kumba, le professeur des Kumba, il est dedans, moi je suis. Mais et maintenant, ces gens-là sont très actifs, hein, et souvent, ça marche très bien. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, professeur Seck. Il y a des commentaires sur le chat. Les gens, je pense que ce serait bien que vous puissiez partager votre rapport. Oui. Vous avez une question? Oui, venez, docteur Ousseynou. Venez, rapprochez-vous. Merci beaucoup, professeur, pour votre présentation et aussi merci beaucoup à Dr. Brahma pour ce cas très pertinent aujourd'hui. Donc, prof, nous aimerions savoir qu'est-ce qui peut expliquer les résultats obtenus avec l'immunoprédipage, c'est-à-dire que cette diminution tumorale est caractérisée par une diminution des lymphocytes à un taux de 0,7%. Oui, mais la diminution n'est pas aussi grande. Il y a un patient HIV, souvent il y a cette diminution, mais si c'était carrément négatif, très bas, on a mis 7%, ce n'est pas aussi dramatique. Parce qu'il y a les autres anticorps qui sont produits. D'accord? Moi, si c'était à 0%, 0,1%, là, je me posais des questions en me disant, peut-être que c'est l'effet du HIV avec ses conséquences désastreuses qui expliquent, mais 7%. Moi, je préfère quelqu'un qui a 7% jusqu'à sa mort que quelqu'un qui a 7%. En tout cas, merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck. Nous avons la chance d'avoir Dr Chandoum, le directeur de... Dr Chandoum, on va vous installer. Vous allez pouvoir dire bonjour. Je suis juste passage pour le bonjour. C'est le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec. Janke, tu peux orienter la caméra? Voilà. Enfin, comme on le dit, hein, fait que me petit bordel, quoi. Nous sommes en train de faire une formation en ligne, voilà, sur
C'est une formation continue que nous faisons et nous avons la chance d'avoir plus de 140 participants qui sont connectés du Sénégal, mais également de la sous-région. Nous discutons aujourd'hui de la sérologie hépatite B avec le professeur Abdoulaye Seck, qui est au niveau de l'Institut Pasteur de Dakar. Effectivement. Voilà. Mais merci, professeur. Bon, nous avions un conseil d'administration. En général, quand je viens à l'hôpital, je fais le tour pour dire bonjour aux autres. Je voudrais vous féliciter. J'ai reçu votre rapport d'activité hier. Et j'avoue que vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire ici au niveau de l'hôpital. Et je pense que ce sera la même chose quand vous devrez à l'Institut de Dantec. Et donc, je voudrais quand même, devant tous les participants, dire, en tout cas, ma fierté d'avoir un des vôtres dans notre structure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le directeur. D'accord. J'étais venu voir le directeur, on m'a dit qu'il a repris son service Ah, au niveau du laboratoire. donc il va reprendre son bureau peut-être? Je pense qu'on va laisser avec lui. Tu vas me laisser avec lui. D'accord. Allez, merci. Allez, merci. Ça fait longtemps là qu'on s'est... Oui, ça fait longtemps. Allez, merci. Ok, bye. Merci beaucoup. Donc, le directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, vous savez que nous sommes maintenant à Basse-Ndao, parce que l'hôpital était en reconstruction. Il nous a toujours soutenus et je pense que c'est ce qui justifie aujourd'hui sa présence. Professeur Seck, voilà, je pense que vous avez répondu à la question, mais il y a vraiment tout le monde demande. Je pense qu'il est important qu'on communique sur les rapports, qu'on les partage, parce que dans nos sites, les gens, c'est les moins-disants. Euh, la différence avec le programme VIH, c'est que quand même, il y a une organisation qui nous permet de recommander des tests qui sont utilisés au plan national. Pour l'hépatite B, ce n'est pas encore le cas. Donc vraiment, je pense qu'il faudrait peut-être, comme l'a suggéré le professeur Seynaboulo, vous qui avez une grande expérience en hépatite B, qui avez pu faire beaucoup d'évaluations, peut-être vous rapprocher de la direction des laboratoires pour qu'on puisse voilà, organiser un peu mieux et faire des recommandations sur les tests. Il y a beaucoup de tests qui circulent, pas seulement pour l'hépatite B, beaucoup d'autres tests. Je pense qu'il y a encore du boulot à faire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions dans le chat? Alors, il y a Serine Murtada qui dit quelque chose. J'ai rencontré un cas chez une femme qui a été dépistée en 2018 et en 2024. Elle est revenue anti-HBS. Murtada, prenez la parole parce que votre question n'est pas claire. En fait, c'était par rapport au cas de prof tout à l'heure, parce que j'ai rencontré une femme, elle a Oui, été dépistée en 2018 antigène HBS positif. Donc, elle est oui. revenue au labo. Je pense qu'elle est revenue en 2024 parce qu'elle avait, elle était en état de grossesse et elle était passée à la maternité. Donc, quand elle est revenue au labo, on a fait le test et l'antigène HBS est revenu négatif. Donc, l'antigène HBS est revenu négatif. Bon, quand on a discuté, elle m'a dit que comment c'est possible parce qu'elle, elle a été dépistée en 2018 et que 2018, on avait rendu un résultat positif. Donc, bon, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai dosé les anticorps. Donc, j'ai dosé l'anticorps anti-HBS. Donc, je me suis retrouvé avec l'anticorps anti-HBS positif supérieur à 10 et l'anticorps anti-HBC aussi était positif. Est-ce que ça ne peut pas être lié à une hépatite occulte? J'aurais voulu entendre Dr Gorelo. Vous êtes là, Dr Gore? Il n'est pas là. Ok, donc on va donner la parole à... Alors, Oui, professeur Seynabou, allez-y, allez-y. c'est également une séroconversion, hein? Oui, c'est une séroconversion. Oui, Mhm. mais les séroconversions... Ah, Babacar Ndiaye, allez-y. Après Frédéric, il nous reste encore 5 minutes. Babacar? Allô? Vous Oui, m'entendez? nous vous entendons. Alors, bonjour, professeur Alimatou. Bonjour. Bonjour, professeur Seck et les participants. Vraiment, je vous remercie de cette initiative. Mais rapidement, je voudrais poser une question à professeur Seck. Moi, je donnais régulièrement du sang quand j'étais encore beaucoup plus jeune, ici à Saint-Louis.
Mais comme j'habitais à côté du fleuve, on nous avait dit qu'on était à un risque très élevé, hépatite B, à cause du bras du fleuve Sénégal, qui était un peu pollué. Voilà. Maintenant, un jour, je suis allé donner du sang. On m'a dit que vous avez le marqueur HBS. Bon, je suis allé à l'Institut Pasteur, j'ai fait le vaccin 3 fois. On m'a dit que c'est pas important puisque j'ai le marqueur déjà. Mais au fur et à mesure, je faisais des tests régulièrement. On me dit HBS positif. Mais depuis quelque temps, bon, je l'ai fait, on ne m'a rien signalé. Voilà, je voudrais savoir pourquoi cette cause. Merci Voilà, je vous beaucoup, Monsieur remercie. Diaz. Merci. Merci. Frédéric, très rapidement. Ensuite, Mamad. Frédéric, allez-y. Bonjour professeur, bonjour professeur Bonjour. Alimato, professeur Seck, Très bien. j'espère que vous allez Oui. bien. En fait, voilà, j'interviens en tant que doctorant en immunologie. J'ai entendu, j'ai écouté avec grand intérêt notamment les appréciations du professeur Seck et la question du docteur Guèye. Alors, pour faire très rapidement, en ce qui concerne les virus d'une manière globale, ce n'est pas tant que ça les lymphocytes B qui vont intervenir parce que eux, ce seront plus des producteurs de marqueurs qui seront les anticorps, mais le plus important, ce sont les lymphocytes T, notamment les TCD4. Donc, ils vont organiser un peu la réponse immunitaire et les cytotoxiques qui vont assurer la clairance virale. Alors, les B, bien évidemment, vont intervenir pour produire des anticorps, notamment les anticorps neutralisants, qui permettront de neutraliser les virus, mais également d'assurer des fonctions accessoires telles l'ADCC et autres. Alors, par rapport maintenant au cas, parce que je préférais avoir un maximum de données avant de pouvoir me prononcer. Donc là, en fait, au début, bien sûr, je pencherai un peu vers une mutation, mais ensuite, après les explications du professeur Seck, je me suis rendu compte que bon, c'était très peu probable et notamment après vos explications par rapport à la thérapie prolongée antirétrovirale, là, je me suis dit que effectivement, la thérapie par rapport au virus pouvait avoir atténué le mécanisme réplicatif du virus. Et justement, lorsque vous avez expliqué le fait que sur un long terme, il n'y avait pas de réplication virale ou bien qu'elle était indétectable et que subitement, il y avait une petite évolution. Donc là, justement, vient dans ma tête, en fait, je me suis dit un peu que très bien, peut-être que cette patiente est en train de développer progressivement ce que l'on appelle un mécanisme de résistance sur base d'échappement immunitaire. Bon, là, bien sûr, c'est avec des pincettes et c'est à prouver. Mais bon, là, quand je regarde d'autant plus les données de l'immunophénotypage qui sont globalement normales, là, je me dis que il y a encore matière à prospecter, notamment en ce qui concerne donc l'antigène HBE, qui est le marqueur réplicatif. Donc là, vraiment, je m'attendais à avoir des données là-dessus. Mais bon, étant donné qu'il y aura des données complémentaires, donc nul doute que voilà, on aura de plus amples informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Docteur Diaz. Nous allons donner la parole à Docteur Mamad Seck. On est presque à l'heure, très rapidement, Docteur Mamad. Bonjour tout le monde, bonjour cher maître et félicitations encore à toute l'équipe, bravo. Merci encore professeur Ablaye Seck pour cette présentation très instructive. Moi aussi, j'ai eu quand même un cas qui m'a un peu posé ce genre de problème parce que c'est une dame qui me dit qu'elle a été dépistée positive depuis le collège. Elle a été suivie et sa dernière charge virale en 2019 quand même était vers 1000 copies. Là, elle revient au labo, on l'a dépisté à antigen HBS négatif encore. Donc, elle avait un bilan de suivi et le médecin avait décidé de reprendre l'antigène HBS et la charge virale. Maintenant, quand j'ai repris l'antigène HBS était négatif. Là, tout de suite, je ne pouvais plus rendre le résultat. J'ai dit attendre de revoir, de compléter avec la charge virale. Effectivement, sa charge virale est revenue encore indétectable. Et les anticorps anti-HBS étaient positifs. Et là, maintenant, ma question par rapport à ça, quels sont les risques de réactivation? Parce qu'on sait également qu'il y a l'ADN CC qui est encore là au niveau des hépatocytes. Est-ce qu'il y a un risque réel de réactivation ou bien c'est un patient qui mérite d'être encore suivi? Merci beaucoup, Docteur Mamad. Je vous ai vu hier à la télé, hein?
présentiez le laboratoire. Merci, Euh, prof. bravo pour tout ce que vous faites à Thiès. Professeur Seck, Merci. dernière réponse. Alors, maman, votre patiente là fait une séroconversion antigène HPS anticorps. L'ADN qui tu ne trouveras rien. Parce que déjà, il a déjà les anticorps protecteurs. Donc, ce n'est pas la peine de doser l'ADN viral. Alors, Frédéric, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, parce que c'est ce que je pense. Maintenant, Babacar Ndiaye aussi, c'est la séroconversion antigène anticorps. Parce que cette séroconversion, on n'a pas une durée pour vous dire que dès qu'on a l'antigène HBS, 2 3 mois, 6 mois, ça dépend de l'individu. Il y a beaucoup de facteurs de l'ordre immunologique, tout ça qui participe à cette séroconversion. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces patients, c'est le suivi sérologique, clinique, sérologique à tout moment parce qu'on peut avoir des surprises. Maintenant, la demande d'Alimatou, j'aurais bien aimé le faire, mais le seul problème, c'est comme j'étais un consultant à qui on a confié un travail, je ne peux pas me permettre de donner le rapport. Le rapport, je l'ai. Par contre, je pense que comme la direction des laboratoires travaille étroitement avec le programme national de lutte contre les hépatites, maintenant, je pense que c'est à eux de mettre en place un système qui permettra de vérifier tous les réactifs concernant ces paramètres qui sont vendus au Sénégal pour dire que c'est pas bon, c'est pas bon ou c'est bon. Parce que aussi, nous, on est dans nos labos, il y a des choses qu'on peut faire, mais à leur niveau, comme maintenant, pour demander des réactifs, il faut passer par la direction des laboratoires. Maintenant, la direction des laboratoires pourra jouer le jeu. Mais si ce n'était pas ça, moi, j'aurais bien aimé partager avec vous les résultats de ces évaluations. Ça ne me dérange pas. Merci beaucoup, professeur Abdoulaye Seck, pour cette très riche présentation et partage, les réponses aux différentes questions. Il est déjà 14h30 passé. Je voudrais vous remercier à tous. Par contre, je me rends compte que vous avez beaucoup de cas. Tout le monde me dit, j'ai un cas, j'avais un cas. Voilà. Tous les cas sont intéressants. Alors, je pense que, parce que ce qui est important, c'est de montrer que des discordances de profil peuvent apparaître et qu'est-ce qu'on en fait. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Effectivement, au plan clinique, ces patients doivent être suivis, on doit continuer à les suivre euh, sur le plan échographique pour s'assurer qu'il n'y a pas de lésions, etc. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues par rapport aux hépatites, surtout dans nos pays où la prévalence est particulièrement élevée. Donc, je voudrais vous inviter à applaudir très fort Dr. Brahma Diop pour sa présentation et pour le cas très intéressant. Pour ma part, je voudrais remercier très sincèrement les collègues du CMIA, de Dalal Diam, professeur Abibatou, docteur Gore, professeur Abdoulaye Seck. On a beaucoup échangé par rapport à ce cas avant que ça ne puisse être présenté, mais également pour les tests complémentaires qui ont pu être faits. Donc, nous espérons que nous aurons un autre cas de docteur Pape Brahma, mais aussi de vous, parce que s'il n'y a pas de cas, il n'y aura pas d'écho. Hein? Donc, s'il vous plaît, tous les cas sont intéressants. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'immunophénotypage. Ce qui est important, c'est qu'on puisse discuter des petites situations que nous rencontrons dans notre quotidien. Merci. Merci à professeur Abdoulaye Seck d'avoir fait le déplacement. Il est venu jusqu'ici pour nous accompagner dans cette session. Vous êtes tous potentiellement des experts, des présentateurs de cas ou des facilitateurs. Nous vous invitons à venir nous rejoindre. Il y a un questionnaire d'évaluation qui vient d'être envoyé. Merci d'y répondre et on se dit à la prochaine fois. Merci. Au revoir. Bravo.